2017 fut une année tragique pour les fans de DC. En effet, c'est l'année où nous avons eu la sortie de cette version de Justice League, la version de Joss Whedon. Et oui, j'insiste bien, la version de Joss Whedon. Et comment vous résumez ce film? C'est nul! En effet, en apprenant le suicide de sa fille, Zack Snyder a préféré quitter le tournage pour être en deuil. Ce qui fait que la Warner a préféré le remplacer par Joss Whedon pour être sûr d'avoir DC marvelisé comme il le voulait, d'avoir leur Avengers. Et maintenant, quand je vois des gens qui détruisent ce Blu-ray, qui le revendent, qui disent à quel point ils détestent ce film, je les comprends. Mais moi, pour ma part, je vais garder cette version de Justice League. Non pas pour soutenir Joss Whedon, non, pas du tout, hein. Et c'est pas non plus pour soutenir ce que Warner a fait, aucunement. En fait, je vais le garder parce que ça me permettra de me souvenir que c'est à cause des débiles de fanboys du MCU qui n'ont pas aimé BVS, parce que c'était trop sombre et sérieux, qu'il n'y avait pas assez d'humour, qu'on a eu cette version de merde. Alors, je suis désolé, mais maintenant, à chaque fois que je verrai ce film dans ma vidéothèque, je penserai à ces fanboys débiles. Et j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui ils ont retenu la leçon. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la version de 2017, nous sommes là pour parler de la vraie Justice League, la version de 2021 de Zack Snyder, la version de base de 4 heures. C'est quand même un peu gros 4 heures, faut l'avouer. Quand j'ai vu le DC Fandom 2020, je me suis dit mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Et non, on allait avoir la vraie Justice League, la version de Snyder. Et j'étais heureux, c'était même ma plus grosse attente de l'année 2021. Oui, je sais, je fais ma critique très tard par rapport à la sortie du film, mais j'avais trop de films dont il fallait que je parle et j'étais beaucoup occupé. En attendant, nous sommes là pour parler de Justice League 2021. Est-ce que Zack Snyder a réussi à faire la Justice League qu'on a méritée? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce Justice League. Maintenant que Superman est mort, Steppenwolf a été appelé par une boîte mère et se prépare à envahir la Terre en retrouvant les autres boîtes mères. Batman, persuadé que la menace est plus grande que d'habitude, décide de recruter plusieurs méta-humains afin de former la Justice League et d'arrêter Steppenwolf. En gros, c'est l'histoire du film. Résumé grossièrement, c'est pareil que dans le film de 2017, c'est la même histoire. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Justice League de Zack Snyder? Que ça fait plaisir! On a enfin eu la Justice League qu'on a méritée. Alors, c'est pas le meilleur film de super-héros, même en groupe de super-héros. C'est pas le meilleur film de Zack Snyder non plus. J'ai très clairement préféré Man of Steel et BVS, je préfère le dire. Mais purée, on a enfin un très bon film Justice League. J'ai même l'impression que là, on a eu un espoir, mais un véritable espoir pour DC. Ah, sincèrement, 4 heures de bonheur à regarder ce film. Mais c'est un film qui a quand même des défauts, et on va commencer par ça. Dans les défauts, la première chose dont je parlerai, c'est le seul truc que j'aurais gardé par rapport à la version de 2017, c'est la relation entre Batman et Wonder Woman. Alors ici, on a quelques prémices, à savoir, on a des petits indices comme quoi Batman et Wonder Woman pourraient peut-être être amoureux l'un de l'autre, mais j'avoue que c'était mieux fait dans la version de 2017. Là, on avait une véritable relation qui se crée entre les deux, une véritable complicité qui apportait quelque chose à la Justice League. J'avoue que c'est la seule chose que je regrette par rapport au film de 2017. Parce que la scène où Barry a peur, on lui dit sauve une personne, non, parce que cette scène est incohérente. Barry a peur et les paradémons flairent la peur. Donc logiquement, ils auraient dû être grillés. Sinon, en défaut, je parlerai de la fin, du moins des 3 dernières séquences. Ce n'est pas que les 3 dernières séquences ne marchent pas, c'est surtout que ça aurait mieux marché en scène post-générique. Et aussi, quand tu sais qu'on n'aura pas de suite, d'après la Warner, c'est très regrettable qu'on ait ce genre de fin qui nous dit oh bah il y aura peut-être une suite, qui nous dit qu'il y aura des nouveaux alliés. Ah, purée, je regrette, vraiment, j'aurais aimé avoir une suite moi quand je vois ça. Mais maintenant que je sais qu'on n'aura pas de suite, la fin, elle fait un petit peu mal. Et aussi parce que je trouve que le dernier plan avant ces 3 dernières séquences, avec Superman, ça aurait fait une bien meilleure fin pour le film. Bon après c'est mon avis personnel, et la fin n'est pas mauvaise. C'est juste que ces 3 dernières séquences de fin auraient mieux marché en scène post-générique. Un problème de la version de 2017 qui a été gardée ici, c'est Aquaman qui discute tranquillement avec Batman en disant son identité dans le village. Alors oui, c'est un village paumé, y a très peu de chances que des personnes arrivent à partir du village, mais imaginez qu'une personne réussisse à partir du village, et qu'ils disent après l'info Bruce Wayne et Batman. Parce que il me semble que Batman, même dans des coins reculés, il fait attention de ne pas dévoiler son identité à n'importe qui. Bon, après, j'avoue qu'Aquaman, il a pas l'air très malin non plus. Mais voilà, ce détail-là, personnellement, ça me perturbe un peu. Ça me perturbait dans la version 2017. Ça me perturbe toujours ici. On a toujours le problème du je n'arrive à parler qu'à ceux qui sont déjà fans de DC. Ça, c'est un problème que Zack Snyder a depuis Man of Steel. En soi, je ne lui en veux pas qu'il ait du mal avec ça, mais il va peut-être falloir penser à ceux qui ne connaissent pas l'univers. Parce que c'est bien pour ceux qui connaissent l'univers. Ça te fait plaisir de voir autant de références, autant de clins
d'œil, quand tu connais les choses, t'as pas de problème à suivre. Là, même avec les 2 précédents films visionnés, je pense qu'il y en a certains qui auront du mal à suivre. Mais ça sera surtout pour les nouveaux venus qui ne connaissent pas DC à la base. Après, on a aussi le fait que la voix d'Alfred en français n'est plus Bernard Tiffen qui le faisait dans la version de 2017 de Justice League et Batman vs Superman, mais Edgar Givry. Le problème, c'est que la voix d'Edgar Givry passe beaucoup moins sur Alfred. En même temps, je vais pas non plus en vouloir à Bernard Tiffen, il a pris sa retraite en 2018 et il est mort il y a un mois. Mais je trouve quand même si c'est un détail, que Edgar Givry passe beaucoup moins en VF sur Alfred que Bernard Tiffen. Voilà, je préférais juste le dire. Et oui, je regarde toujours mes films en VF, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'il y a des ralentis un peu exagérés, à se demander si Zack Snyder s'est pas dit « Oh, je vais faire un ralenti pratiquement tout le temps ». Il s'était un peu calmé dans les 2 précédents, là il est reparti en mode « Ah, je fais beaucoup de ralentis ». Il y a des ralentis qui sont un peu abusés. Les ralentis que j'aime beaucoup par contre, ce sont ceux pour illustrer les pouvoirs de Flash. Là ça fonctionne très bien, mais il y a quelques ralentis un peu abusés quand même. On a toujours le fait que le retour de Superman et le fait qu'Aquaman vienne aider la Justice League est prévisible. Et sinon, pour faire le chipoteur, il y a le fameux plan de la saucisse, là, avec Barry Allen, qui aurait pu ne pas être là. Et c'est tout ce que je peux réellement reprocher à Justice League, parce que le reste est de bonne qualité. À commencer par les personnages, on va commencer par parler du principal, à savoir Batman joué par Ben Affleck. Batman ici cherche à réunir une équipe à la fois parce qu'il a peur de la nouvelle menace qui va arriver, parce qu'il n'a pas le choix aussi, parce qu'à la base Batman c'est quelqu'un qui travaille en solo, mais aussi pour rendre honneur à Superman. Parce qu'il le dit, s'il réunit cette équipe, c'est en l'honneur de Superman, pour le fait qu'il ne lui a pas fait confiance à l'époque alors qu'il aurait dû, qu'il l'a mal jugé, et là justement il veut donner sa chance à des méta-humains qu'il ne connaît pas, mais qui ont du potentiel. Parce qu'il se dit peut-être qu'ils auront eux été inspirés par Superman. Donc oui, Batman a un développement. Le développement d'être un chef d'équipe qui a un peu de mal à suivre parce qu'il n'a pas de pouvoir, mais qui arrive quand même à faire de son mieux et à être un bon chef d'équipe. Même si on peut comprendre que ça soit difficile. En tout cas, on sent que sans Batman, la Justice League, elle aurait pas forcément été loin. Hein. Surtout que là, c'est vraiment Batman qui a créé la Justice League. C'est lui qui dit il faut réunir telle personne, qui les a recherchés, qui les a étudiés, qui testent leurs capacités. Donc là, oui, Batman agit réellement comme un chef d'équipe qui veut protéger la planète. Donc oui, il est assez bien développé. Ensuite, on a Diana Prince, Wonder Woman, jouée par Gal Gadot. C'est peut-être la seule qui n'a pas de développement dans ce film, parce qu'ici, c'est la guerrière Amazon qu'on connaît, c'est l'héroïne qui veut faire le bien. C'est aussi elle qui connaît, ou du moins qui apprend l'histoire de Steppenwolf, d'où il vient, qui est l'envahisseur à qui il obéit. Ça c'est intéressant, c'est bien que ça soit elle qui ait le savoir étant donné que c'est une Amazone et donc que ça soit la plus ancienne de tout le groupe. Après c'est vrai qu'en termes de personnage, Diana elle est pas très développée, mais c'est intéressant de voir comment elle arrive à parler à Cyborg. Bon après c'est vrai que Cyborg et Diana c'est pas vraiment la même chose, là où Cyborg se considère comme un monstre, Diana elle se cachait pas, on l'obligeait à se cacher, mais elle a quand même un petit rôle à jouer par rapport à Cyborg et à certains membres de l'équipe, mais c'est vrai que de tous les membres de l'équipe, c'est elle qui a le moins de développement, ce qui est regrettable. Ensuite on a Arthur Curry, Aquaman, joué par Jason Momoa. C'est un homme poisson solitaire, héritier du trône Atlantis qu'il ne désire pas. Il en veut au peuple de sa mère dont il accuse la mort et c'est pour ça qu'il refuse de monter sur le trône. Et il semble avoir aussi quelques rapports difficiles avec son père ici. Ah oui, parce que je précise quelque chose, le film Aquaman à la base n'aurait pas dû sortir après cette version. C'est toujours la version 2017 qui est canon. Mais ici, il a des problèmes familiaux des deux côtés. Et en soi, Aquaman est assez bien développé de ce côté-là. On sent que malgré qu'il envahit à ce pays, il a quelque chose qui fait qu'il se sent bien et que c'est pour ça qu'il revient souvent au pays. Mais même par rapport à son trône, on se demande pourquoi il ne veut pas son trône. Et quand tu connais l'histoire par rapport à sa mère, sans compter le film Aquaman, je rappelle, juste qu'il accuse le peuple d'Atlantis d'avoir tué sa mère, ça peut se comprendre le pourquoi il ne veut pas monter sur le trône ou même faire confiance aux Atlantes. Après, on peut voir aussi ici qu'Aquaman, il a quand même du cœur, il aide les peuples qui ont du mal, qui sont pauvres et près de la mer. Donc, c'est quand même un peu un héros, c'est juste qu'il refuse ses origines et de faire face à son passé. Ensuite, on a Barry Allen, Flash, joué par Ezra Miller. C'est un petit geek, c'est le plus jeune de la bande. Il a énormément de capacités, mais il préfère enchaîner les petits boulots pour essayer de se payer des études qu'il n'arrive pas à se payer, pour libérer son père de prison malgré ce qu'il lui dit. Barry ici est aussi développé d'une manière intéressante. C'est comme s'il fuyait la vraie vie parce qu'il n'acceptait pas la réalité, comme quoi son père est réellement en prison, qu'il veut essayer de le faire sortir, mais son père lui dit t'arriveras jamais à me faire sortir, et que pourtant Barry s'accroche à son rêve. Mais malgré ça, Barry il est assez attachant, on a envie de le voir s'en sortir avec son père, on a même envie de le voir réussir à le sortir de prison, et justement son parcours avec la Justice League, ses pouvoirs, son rôle à jouer dans la Justice League aussi, qui est beaucoup
beaucoup plus important ici, ça le développe assez bien par rapport à son avenir, à ce qu'il veut faire dans la vie, à ses choix futurs, tout en restant accroché à certains de ses rêves qui peuvent être réalisables. Ensuite, on a Victor Stone alias Cyborg joué par Ray Fisher. C'est le personnage le mieux développé de ce film. C'est lui qui avait été le plus oublié dans la version de 2017. Ici, il a des rapports très difficiles avec son père. Il a du mal à lui pardonner le fait qu'il soit devenu une machine. Ce qui peut se comprendre. Je veux dire, imaginez que votre père vous dise ah, tu es debout, mais j'ai dû faire un sacrifice, tu n'es plus humain. Et tu as tout ton corps qui est limite devenu un robot. C'est clair qu'on le prendrait pas bien. Après, il a du mal à voir son côté robot comme positif parce que pour lui, c'est une malédiction. Malgré qu'il soit doté de plusieurs dons qu'il n'avait pas quand il était humain et qu'il est le seul à pouvoir faire. C'est ce que son père essaye de lui faire comprendre, mais lui ne veut pas l'entendre. Il agit un peu comme un gamin buté qui ne veut pas entendre raison, mais petit à petit, il a un développement qui fait qu'il prend conscience de ses capacités en tant que machine et que finalement, ce côté machine, il est peut-être pas si maléfique que ça. Après, on va pas se mentir, en se mettant à sa place, on peut comprendre ce qu'il ressent. Pourquoi il en veut à son père, pourquoi il ne veut plus sortir, pourquoi il se dit que sa vie est fichue, qu'il ne peut plus rien faire. Mais vraiment, il a un meilleur développement dans cette version de 2021. On a enfin un vrai personnage. Après, on a Clark Kent, alias Superman, toujours joué par Henry Cavill. Il était mort, il a réussi à revenir à la vie grâce à la Justice League, surtout grâce à Batman. Et il essaye un peu de retrouver ses repères et sa place dans le monde. Parce que il est mort pour une bonne raison, pour avoir sauvé le monde, bien sûr, pour avoir protégé le monde qu'il voyait comme son monde d'adoption et qu'il aimait. Mais il commence quand même à se poser des questions sur le qu'est-ce que je dois faire. Parce que certes la Justice League est rassemblée, mais quelle est sa place dans la Justice League? En fait c'est ça, Superman il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Par rapport à sa vie aussi, est-ce qu'il va pouvoir reprendre une vie comme il avait avant? Donc oui, la Superman, il a aussi un développement intéressant. Après, à part les héros, on a le Dr Stone joué par Joe Morton. C'est le père de Cyborg, il fait de son mieux pour s'occuper de lui malgré qu'il soit toujours, comme il a été par le passé, accaparé par le travail plutôt que de s'occuper de son fils et l'aider. Mais on sent que malgré tout, maintenant qu'il est devenu une machine, il essaye de prendre soin de lui et de l'aider à aller mieux. Mais comme Victor est un garçon assez difficile, on peut comprendre pourquoi il a beaucoup de mal. Après bon, il a pas l'air d'être un excellent père, mais on sent que c'est un père qui fait réellement de son mieux pour aider son fils. Et on sent aussi qu'il tient à lui malgré qu'il soit concentré sur son travail. Après on a Alfred, toujours joué par Jeremy Irons. Alfred est le fidèle majordome de Bruce Wayne, il est toujours là pour le soutenir, que ce soit en tant que Batman ou en tant que Bruce Wayne. Il fait de son mieux pour prendre soin de Bruce, pour l'aider dans ses choix, et il arrive même à être souvent sympathique. Et heureusement qu'il est là, sinon Bruce il serait dans la merde. Même par rapport à l'équipe, on sent qu'il a une présence assez réconfortante, surtout avec Diana qu'il connaît aussi maintenant. Donc de ce côté-là, Alfred, il n'y a pas grand chose à dire, mais ça fait quand même plaisir de le revoir. On a Lois Lane, jouée par Amy Adams. C'est une femme qui a décidé de se retirer du journalisme depuis la mort de Clark parce qu'elle n'arrive pas à avancer sans lui, c'est pour ça aussi qu'elle va souvent voir sa tombe. Et elle essaye de passer à autre chose, elle aimerait passer à autre chose, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle a eu des rapports tellement forts et particuliers avec Superman que c'est beaucoup trop difficile de passer à autre chose. Et quand on voit certaines raisons du pourquoi elle n'arrive pas à passer à autre chose, on comprend pourquoi c'est très difficile pour elle de passer à autre chose, voire pratiquement impossible. Ensuite on a Martha Kent jouée par Diane Lane qui a perdu sa maison parce qu'elle n'arrivait plus à la payer à elle toute seule, qui se sent seule aussi depuis la mort de Clark, et qui, malgré qu'elle ait du mal à passer à autre chose, fait de son mieux pour aider Lois à avancer. Elle n'a plus que Lois Lane pour la soutenir. C'est la seule personne envers qui elle a été assez proche maintenant pour avoir du soutien. Franchement, Martha Kent, on la voit pas beaucoup, mais elle est réellement touchante dans ses scènes. Après on a Vulko joué par Willem Dafoe, c'est un haut représentant d'Atlantis et le tuteur d'Arthur depuis que sa mère a disparu. Il fait son mieux pour prendre soin de lui, pour le préparer à le faire monter sur le trône et même insister pour qu'il monte dessus pour que le monde de la surface et le monde des Atlantes s'unissent. Mais malheureusement, avec une tête de mule comme Arthur, ça semble difficile. Il est quand même assez intéressant, Vulko. Et même on sent qu'il agit en l'honneur de la mère d'Aquaman pour lui dire de monter sur le trône et de se préparer, que c'est en son honneur. Enfin bref, Vulko, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, juste c'est un personnage sympathique qu'on voit dans ce film, tout en essayant de donner une idée de parcours à Aquaman, dont il a besoin d'ailleurs. Ensuite, on a Mera, jouée par Amber Heard, qui est une commandante d'Atlantis, qui cherche à protéger la boîte à tout prix malgré que son roi se fiche de la boîte, et c'est une combattante très redoutable avec beaucoup de caractère. Après, on sait pas grand chose sur elle, mais apparemment elle a été proche de la mère d'Arthur, et Arthur lui en veut parce que elle l'a connue, mais pas lui. Y a pas grand chose à dire sur Mera, mais je voulais quand même en parler vu qu'on la voit. Enfin, on a le commissaire Gordon, joué par J.K. Simmons. C'est le commissaire de Gotham City, il veille à la sécurité de la ville, au fait que les criminels ne s'en prennent pas aux gens, que la ville
soit prospère avec l'aide de Batman. Et bah voilà. Concernant les méchants, nous allons d'abord parler de Steppenwolf, joué par Ciara Hinds. Steppenwolf est un commandant de l'armée de Darkseid. Il a été rejeté de la planète Apocalypse et de ses seigneurs parce qu'il a trahi le seigneur Darkseid. Et il doit 50 000 mondes à Darkseid pour pouvoir revenir sur Apocalypse. Et comment dire, tellement mieux d'avoir un méchant développé comme ça, plutôt qu'un méchant qui dit « Oh, je vais retrouver ma maman avec les boîtes mères ». Au moins là, on a la référence à Darkseid, on connaît la menace, on sait à quel point elle est énorme. Et le fait qu'il respecte Darkseid à ce point, qu'il veut conquérir les mondes, qu'il est prêt à tout pour se faire pardonner auprès de Darkseid, pour rentrer sur Apocalypse, pour obéir à son seigneur, être à ses côtés, ça marche tellement mieux. Ça fait pas un méchant exceptionnellement bien écrit, mais ça fonctionne tellement mieux pour faire un méchant. Son design est meilleur, sa motivation est compréhensible et bien meilleure. Et même, quand il combat là, je vois plus de classe dans le combat. Là, j'ai vraiment l'impression de voir un guerrier dangereux. Alors que la version de 2017, j'avais pas vraiment cette impression. Avec ce Steppenwolf là, j'ai réellement l'impression qu'on a un premier méchant adapté contre la Justice League. Ah, il y a un dernier point que j'aime beaucoup aussi, son armure. Ah, les effets de son armure, comme quoi ça se rétracte, ça s'ouvre, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais c'est stylé. Après, on a Desaad, joué par Peter Guinness. Lui, c'est un conseiller proche de Darkseid, c'est quelqu'un qui est toujours à ses côtés, et c'est aussi l'intermédiaire entre Darkseid et Steppenwolf. Je pense que Desaad est quand même un guerrier encore au-dessus de Steppenwolf. Je préfère pas imaginer le niveau si vraiment il devait affronter la Justice League. Ici, on pourrait le voir comme le prince d'Apocalypse, à savoir s'il arrive quelque chose à Darkseid, c'est lui qui prend le relais. Enfin, nous avons Darkseid, joué par Ray Porter. Alors Darkseid, si vous connaissez DC un minimum, vous savez tous que c'est le boss ultime de DC. C'est le seigneur d'Apocalypse, c'est le conquérant de 1000 mondes, et qui n'arrête pas ses projets de conquête, qui continue à vouloir conquérir tous les mondes. C'est un guerrier extrêmement redoutable, un guerrier qu'il est difficile de vaincre. Même Superman à lui tout seul ne peut pas le vaincre. Et Darkseid, quand tu vois le niveau ici, faut pas le chercher. Et même Steppenwolf, quand on voit comment il est face à Darkseid, on sent que Darkseid c'est un boss final qu'il vaut mieux éviter de provoquer. Un boss final que malheureusement nous n'aurons jamais vu qu'il n'y aura pas de suite selon la Warner. Malgré ça, Darkseid, le boss final de DC, là il est bien représenté, il a un rôle à jouer, ça fait plaisir. En termes de dichotomie, c'est assez intéressant même si c'est assez classique. C'est juste l'envahisseur qui vient envahir et détruire le monde contre les défenseurs de la Terre qui viennent la protéger et mettre fin à l'idéal de conquête de Steppenwolf, ça passe. C'est une dichotomie simple, mais c'est une dichotomie qui fonctionne entre la Justice League et Steppenwolf. Bon après j'avoue que c'est pas une dichotomie ultra intéressante comme le Bouffon Vert et Spider-Man par exemple. Mais en même temps quand tu fais un film de groupe, la dichotomie je pense qu'elle est un peu plus dure à instaurer. J'ai dit un peu plus dure, j'ai pas dit impossible. Donc là de ce côté là on va dire que la dichotomie ça passe. En termes de symbolisme, il y a pas mal d'éléments intéressants, que ce soit les boîtes mères, le père de Victor pour celui-ci, le père de Barry pour Barry, Atlantis et son peuple pour Aquaman. Il y a du symbolisme intéressant à suivre dans son métrage. Tous les héros ont un élément de symbolisme intéressant. Même Superman. Superman, ça serait justement la joie de sa famille et de sa future femme, la bonté qu'il revoit dans ce monde à travers eux, et le fait qu'il retrouve l'envie de vouloir défendre la Terre pour les protéger. Question effets spéciaux, on s'en sort tellement mieux ici. Alors il y a le design de Steppenwolf dont j'ai parlé qui est beaucoup mieux là. Il n'y a pas que ça, même par rapport à certains combats, certaines choses, je trouve que les effets spéciaux sont mieux réussis. Je suis plus convaincu ici que par la version de 2017 où on voyait un peu les fonds verts. Là les fonds verts ça se voit moins, on y croit vraiment aux décors. D'ailleurs les décors sont très jolis, que ce soit des nouveaux lieux qu'on n'avait pas vus dans le film de 2017 ou certains lieux qu'on revoit mais avec une meilleure photographie, ce qui fait que les décors sont quand même un peu plus jolis. De ce côté là ça va. En termes de photographie, on retrouve la photographie un peu grisâtre habituelle de Zack Snyder, et le moins qu'on puisse dire c'est que, encore une fois, ça raconte quelque chose qui marche. Pour moi, si vous voulez, la photographie, tu fais un choix, mais ça doit raconter quelque chose derrière. Et là, la photographie, elle raconte quelque chose. Là, ça serait surtout dû au fait que Steppenwolf vient envahir la Terre, et que Superman est mort, donc tout le monde pense que l'espoir est perdu. Ah, c'est simple, mais honnêtement, ça marche, et franchement, la photographie, ça rend mieux ici que dans la version de 2017. Ah, quand je revois la cachette de Steppenwolf avec les couleurs là, oh non, 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 j'ai vraiment du mal avec ça. La mise en scène est très intéressante, je dirais pas que c'est la meilleure mise en scène de Zack Snyder, encore une fois il était plus passionné pour ces deux-là. Là je pense qu'il s'est surtout un peu retenu sur la mise en scène, étant donné qu'il y avait les producteurs dans son dos pour lui dire faut faire ci, faut faire ça. Là je pense qu'il n'avait pas eu carte blanche comme pour Man of Steel et un peu BVS. Mais de l'autre côté, la mise en scène est quand même assez soignée, même dans les scènes d'action, je trouve qu'il y a des scènes d'action
vraiment plus stylé à suivre ici que dans la version de 2017. Non, vraiment, en termes de mise en scène, c'est soigné, c'est compréhensible, c'est travaillé, ça fait plaisir. Évidemment, tous les héros de la Justice League ont une évolution, enfin, à part peut-être Batman et Wonder Woman, mais sinon, dans l'ensemble, ils ont tous une évolution. Cyborg par rapport à ses rapports familiaux, Flash par rapport à son avenir et à ses rapports familiaux, Aquaman par rapport à ses rapports familiaux, et Superman par rapport à sa place dans le monde qu'il doit reprendre en tant que Superman. Donc non, ça va. Ils sont pas tous dans les rapports familiaux. Même s'ils sont tous dans des rapports familiaux, ils ont quand même tous une évolution intéressante. Même si je regrette que Batman et Wonder Woman n'en aient pas vraiment. L'univers de DC s'étend un peu plus avec les Atlantes, bon les Amazones on découvre un peu plus l'histoire du passé. De ce côté-là c'est assez intéressant, ça étend l'univers pour nous donner envie d'en savoir plus dans la suite. C'est un détail bien sûr, mais c'est toujours intéressant de réussir à enrichir un peu plus ton univers sans trop en donner. Mais là, pour 4 heures de film, ça va. D'ailleurs, en parlant des 4 heures, les 4 heures sont passées à une certaine vitesse. C'est incroyable parce que autant les Éternels, il fait 2h38 je crois de mon souvenir, et il y a des moments où je regardais ma montre en mode ça commence à être long. Là, pas une seule fois j'ai regardé l'heure. La fin de la partie 1, j'étais en mode oh bah c'est le moment de la partie 2. Oui parce que le Blu-ray Steelbook partie 1, partie 2, j'ai pas le choix, même le Blu-ray normal. Et je sais pas pourquoi ça m'a pas fait ça pour celui-là. Vraiment les 4 heures sont passées crème, les moments de discussion, les moments d'action. Pas nombreux mais quand même de qualité. 4 heures, c'est bien passé. Même au ciné, j'aurais tenu les 4 heures, je pense. Le jeu d'acteur est assez bon, on sent que tous les acteurs de son métrage s'investissent, même ceux qu'on voit très peu. La seule actrice sur laquelle on pourrait reprocher un petit quelque chose, c'est la dresseuse des chiens qui a l'air de se faire chier. Mais c'est la seule sur laquelle j'aurais quelque chose à redire. Sinon, le casting principal, Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher, ils s'en sortent bien dans leur rôle et ça se voit, ils sont investis. Le découpage est assez intéressant aussi, c'est un acte égale une partie. De ce côté-là, c'est une idée intéressante. Bon, je sais pas si c'est dû au fait qu'à la base, ça devait sortir en série, et puis finalement, c'est sorti en Blu-ray comme ça, en un vrai film. Mais en tout cas, je trouve personnellement que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, même dans le menu principal du film, c'est rigolo, parce que vous avez les chapitres, vous savez, les chapitres pour dire vous voulez tel chapitre, telle scène, et vous avez les parties. C'est gentil de nous laisser le choix. Évidemment, on a quelques relations amicales qui se créent, entre Arthur et Cyborg par exemple, à partir d'un certain moment de l'histoire que je vais pas vous spoiler. Barry avec son père, Victor avec son père. Il y a plusieurs relations intéressantes à suivre dans son métrage en fonction de ce qu'il traverse. Les costumes sont beaux, les références à l'univers de DC marchent assez bien. L'émotion est présente, il y a des scènes où on ressent réellement de la tristesse ou une autre émotion pour les personnages en fonction de ce qu'ils vont traverser. La tension est efficace, on arrive à avoir peur pour nos héros et les personnages secondaires. Et les musiques sont de bonne qualité dans l'ensemble. Donc partie spoil, là je suis plus parti pour parler de certaines choses qui ont été reprochées par certaines personnes et dont je ne partage absolument pas l'avis, mais il y a aussi certains éléments de partie spoil dont on va parler. Partie spoil, je pourrais vous parler par exemple de la mort du père de Victor. Le fait qu'il se sacrifie pour activer la boîte, c'est justement pour réchauffer la boîte. Et pourquoi il est rentré dans la pièce pour mourir avec la boîte mère? Je sais pas c'est quoi le mieux, c'est de mourir en douceur avec des lasers ou c'est de se faire trancher la gorge par Steppenwolf? Parce que là, je pense qu'il serait allé jusque là, hein, juste pour dire tu m'as pris la boîte, tu vas me le payer. Et même sans ça, il a été expliqué pourquoi il a fait ça. C'est pour réchauffer la boîte mère et permettre à Cyborg de la repérer après grâce au satellite de Batman. Donc, oui, c'était une bonne scène, c'était logique. Ça leur donnait une chance de retrouver Steppenwolf et de séparer les 3 boîtes mères qui allaient être rassemblées. Après, je parlerai bien du costume noir de Superman. Et là, je vais faire mon casse-couille, mais il faut vraiment que je le dise. Alors pour ceux qui diront le costume noir n'était pas prévu dans la version de base de Justice League, fermez vos gueules. Non sérieux, fermez vos gueules. Allez mater les scènes bonus du Blu-ray Justice League. Elle est sur YouTube d'ailleurs cette scène. Le costume noir est présent. On le voit en face d'une armure kryptonienne. Alors oui, je suis d'accord, ils ont échangé les places. C'est-à-dire Photoshop, Zack Snyder a mis le costume noir à Superman dans cette version, et le costume bleu et rouge, c'est celui qui fait un peu figuration maintenant. Non mais ok, moi je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas les gens qui veulent prouver à tout prix que ce costume noir n'était pas dans la version cinéma, alors qu'elle y était. C'est juste qu'au lieu de devenir une référence, c'est devenu un élément important par rapport à Superman. Et oui, je sais, le costume noir à la base n'a pas de cape. On n'est plus à ça près, hein. Faut pas râler pour tout et n'importe quoi non plus, c'est ridicule. Et puis même sans ça, que raconte ce costume noir? Ce costume noir raconte que oui, Superman est de retour, mais ce n'est pas le Superman qu'on connaît, c'est un nouveau Superman qui est de retour. Donc oui, le costume noir, dans ces circonstances, ça marche. Sachant que ce nouveau Superman essaie de trouver sa place au sein de la Justice League. Donc je vois pas le problème d'avoir mis le costume noir, même si c'est du fanservice selon certains. La seule séquence où ça marche pas,
C'est peut-être la toute dernière du film où on voit Henry Cavill ouvrir sa chemise pour révéler le costume. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est si grave que ça? Non, ça va, c'est pardonnable. Mais en tout cas, non, le costume noir a réellement un rôle à jouer. Et c'est pas parce que c'est pas comme dans le comics que c'est forcément mauvais. Et quand on sait que Darkseid pourrait utiliser l'image de Superman pour qu'il devienne maléfique, voilà quoi. Ça a un intérêt narratif de mettre le costume noir, même si c'est du fanservice. Donc ça passe. Un autre truc sur lequel je vais revenir, y en a qui ont reproché le fait que Steppenwolf se fasse tuer par la Justice League. Alors, déjà on va remettre les pendules à l'heure. Steppenwolf se fait tuer par Aquaman et Wonder Woman, pas par la Justice League. Aquaman a-t-il une moralité, des limites par rapport à ses ennemis ici? Non, parce que déjà il a pas eu son film, et il me semble, dans cette version, qu'il n'a pas appris à avoir de la pitié ou quoi que ce soit. Donc déjà je vois pas le problème qu'Aquaman ait envie de le tuer. Ensuite, Wonder Woman qui lui tranche la tête. Bah je sais pas, c'est pas comme si Steppenwolf l'avait provoqué en disant « Ah j'ai vu tes sœurs supplier, pleurer avant de mourir, patati patata », et qu'elle est envahie par la colère. Et pour ceux qui me diront « Oui, mais dans son film, elle a appris qu'il fallait sauver les hommes par amour. » Sauver les hommes. C'est un homme, Steppenwolf. C'est un putain d'alien qui voulait les envahir. Il était même prêt à les tuer s'ils avaient rien fait. Donc non, que Steppenwolf meure, c'est pas un problème. Ou alors, à cette personne qui reprochait ça, je poserai une simple question. Tu es choqué par Steppenwolf qui se fait tuer par Aquaman et Wonder Woman. Par contre, t'es pas choqué de voir que Thor était presque sur le point de tuer Thanos, et t'es pas choqué qu'Iron Man ait tué toute une armée et qu'il tue dans ses 3 films. Tu m'expliques la cohérence? Genre chez Marvel t'acceptes mais pas chez DC? Et me dis pas que c'est logique dans Endgame, Avec le gant il aurait pu les téléporter ailleurs ou faire en sorte qu'ils soient bannis dans une autre dimension. Non, Tony Stark les a réduits en poussière. D'accord, donc moralité, Steppenwolf se fait tuer par 2 membres de la Justice League, c'est un scandale pour toi. Par contre, Thanos et son armée se font éradiquer par Tony Stark d'un claquement de doigts. Pas de problème. Soit ça plaît pas dans les 2 cas, soit ça plaît dans les 2 cas. Mais tu peux pas me faire le coup du ça passe pour l'un, ça passe pas pour l'autre. Ensuite, on a le ligné martien. Alors le ligné martien, comment dire? Je rappelle déjà que les seules scènes qui ont été rajoutées, c'est celles à la toute fin. Donc le ligné martien qui s'est transformé en Martha Kent pour aller voir Lois Lane et essayer de l'aider, ça c'était dans le film original à la base. Film original avant que ça soit refait par Joss Whedon, je veux dire. Pourquoi n'intervient-il pas pendant la bataille? Ça c'est un reproche qu'on pourrait faire au ligné martien parce que c'est quand même un alien ultra puissant. Et ben moi je crois que j'ai la réponse là-dessus. Le ligné martien, c'est quelqu'un qui essaye de se cacher, de ne pas prouver son existence au monde, par peur de se faire rejeter peut-être. Et s'il n'intervient pas, c'est peut-être parce qu'il y a déjà des gens pour intervenir. Je rappelle que dans Man of Steel, il y avait Superman pour arrêter Zod et l'armée. Je rappelle que dans BVS, il y avait Batman, Superman et Wonder Woman. Je pense que le ligné martien le savait vu qu'il sait lire les pensées des gens. Il a vu que la Justice League allait s'assembler. Je pense qu'il s'est dit qu'il y avait assez de bras. Mais bon, si le ligné martien avait été là, je pense que le combat contre Steppenwolf aurait été encore plus bâclé que quand Superman intervient dans la version de 2017. Donc déjà ici, oui, Superman qui intervient dans la bataille. Alors, c'est toujours un peu un Deus Ex Machina. C'est toujours Superman arrive, ça se passe mieux, voire ils ont l'avantage. Mais j'ai envie de dire qu'au moins la Superman, il a pas réglé le conflit. Alors certes, il s'est occupé de Steppenwolf, il l'a mis à terre, mais si Flash n'était pas intervenu en remontant le temps, ils avaient perdu. Ça veut dire que même avec l'homme d'acier de DC, le héros le plus puissant de l'univers DC, sans Flash, ils auraient perdu. Donc là déjà, je suis désolé, mais en termes de tension, ça marche mieux. Et au moins là, oui, Superman est un Deus Ex Machina, encore un peu, mais on va pas aller jusqu'à dire « Oh là là, il règle tout à lui tout seul, c'est n'importe quoi ». Non, c'est mieux là. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Maintenant, on va parler des séquences de fin, à commencer par la séquence sur le bateau entre Deathstroke et Lex Luthor. Vous vous souvenez, dans la version 2017, c'était pour dire « Nous allons créer notre Ligue d'Injustice ». Et de ce que j'ai compris, ça devait vraiment être ça. Et puis finalement, ici, Lex Luthor est devenu lucide grâce au savant d'Arkham. Ouais, logique. C'est-à-dire, il soigne les patients à Arkham. Sauf qu'ici, apparemment, Lex Luthor, c'est juste pour dire l'identité de Batman à Deathstroke qu'il a demandé qu'il vienne. Ouais, ça peut le mettre en danger, oui, ok. Après, on a la séquence dans le futur où on voit les survivants, Batman, Joker, tout ça. D'ailleurs, l'interaction entre Batman et le Joker ici, il n'y a pas grand-chose à en dire. À part que, là j'ai vraiment l'impression de sentir une espèce de dichotomie entre les deux. Le fait que Joker essaie de se moquer de lui en mode maintenant je te connais, et Batman qui fait oh non tu me connais pas. Et là vu ce que je suis devenu maintenant tu me connais encore moins. C'est une petite scène intéressante. Après c'est surtout intéressant de voir que Superman est possédé par Darkseid et qu'il allait attaquer ses anciens alliés. Ça aurait été très intéressant à voir. Enfin la toute dernière séquence c'est Bruce Wayne qui se réveille d'un rêve, qui rencontre le ligné martien qui le félicite. T'as réussi à gérer la Justice League, bravo. À l'avenir, quand il y aura les nouvelles menaces, je serai là. Je sais que cette scène peut paraître choquante en disant Ligné Martien aurait pu intervenir avant, mais bah non, parce que tous les 6, justement, face à Steppenwolf, ils s'en sont sortis.
Hors de ça, des Darkseid, c'est un autre calibre. Là, ils auront besoin de toute l'aide disponible. Mais de l'autre côté, cette séquence, elle est frustrante, parce que quand tu sais que Warner n'acceptera jamais de faire une suite au Snyderverse avec ça, tu te dis putain, on aurait eu le limier martien, et regardez les idées, qu'il y avait pour Justice League 2 et Justice League 3. Les scénarios, ça donnait envie, et je comprends pas que Warner refuse de faire ça. Après, on a toujours les quelques blagues du « je suis riche » ou « j'ai racheté la banque de Batman », mais déjà, on a beaucoup moins de blagues que dans la version 2017. Et ensuite, ces punchlines, moi je les aime bien, mais dans le sens où on se moque souvent de Batman qui n'a pas de pouvoir par rapport aux autres héros, alors que la Justice League sans lui, ça serait pas possible. Dû à ses revenus, d'accord, mais aussi à son intelligence et à sa technologie. Donc je suis désolé, mais non, moi les punchlines, je les laisse passer, y a pas de problème. En fait, ces punchlines, je ne les vois pas comme des blagues, je les vois juste comme des phrases en mode vous croyez que je sers à rien parce que j'ai pas de pouvoir ? Bah vous vous trompez les gars. Enfin, on parlera peut-être du ratio d'image. Alors quand je parle de ratio d'image, je préfère être clair, je parle vraiment de l'image en elle-même. C'est-à-dire que là, on n'a pas le 16/9 habituel, on est en 4:3. Et c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais honnêtement, c'est pas si perturbant que ça. Moi personnellement, ça m'a pas trop dérangé de regarder le film comme ça. Même si j'avoue que ça fait bizarre d'avoir un carré au lieu d'avoir un rectangle sur l'écran, qui prend tout l'écran en plus. Mais bon, ça passe, je l'accepte, il n'y a pas trop de problème. Mais je comprends ceux que ça dérange. Après, de ce que j'ai compris, Zack Snyder a expliqué que s'il a choisi ce format, c'est parce que c'était l'idéal pour mieux voir tout ce qui se passait à l'écran. Et sinon, il y a une diminution du carré pour agrandir le rectangle. Donc pourquoi pas, moi je trouve que ça passe. Voilà, je pense que je n'ai plus rien à ajouter sur Justice League, donc le bilan de ce Justice League 2021. Merci Warner de nous avoir permis de découvrir le vrai Justice League que nous méritions. Ça fait réellement plaisir de l'avoir dans ma collection, ça me fait plaisir d'avoir enfin vu le vrai Justice League qu'on aurait dû avoir, et je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas cette version que vous n'avez pas gardée pour le cinéma. Moi je l'aurais vu en 2017 ce film, je pense que je l'aurais autant adoré que Man of Steel et BVS. Mais en tout cas, le bilan est très positif. Si vous avez détesté le Justice League de 2017 et que vous souhaitez voir le vrai Justice League qu'on aurait dû avoir, je vous conseille cette version de 2021. Donc, moi qui adore DC, qui espérais que ça renaisse en dehors du fait qu'il fasse un MCU bis, on a enfin eu le film qu'on méritait. Après, c'est regrettable que Warner veuille continuer sur son MCU bis pour l'instant. Eh ben, espérons qu'il se reprenne un jour, que voulez-vous que je dise. Dans tous les cas, on aura eu le Justice League qu'on méritait d'avoir en 2017, et ça a été un vrai cadeau pour les fans. Merci beaucoup. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!